Simon Lessard, clairement, François de Laval est l'une des figures les plus connues de l'Église ici, mais c'est loin d'être la seule personne à avoir influencé le cours de l'histoire, de notre histoire collective. Oui, ben, plus près de nous, je dirais, il y a d'autres figures, les grandes figures du diocèse de Québec qui sont, je pense, méconnues du grand public. Bon, peut-être connues de Valérie et Sœur Doris, puis même de toi, Antoine. Vraiment, la première figure qui a retenu mon attention dans l'histoire du diocèse de Québec, c'est Colette Sanson. Donc, elle est née en 1923 et décédée en 1991. C'est quand même vraiment plus proche de nous. Elle est vraiment importante au niveau du soutien aux itinérants, aux exclus de notre société. C'est intéressant, là. Elle est née dans un milieu aisé de Lévis. Elle a fait des bonnes études. Elle s'intéressait au chant choral, au théâtre. Puis elle s'est mariée, puis elle a eu 2 enfants, donc une femme laïque. Et puis, elle est devenue veuve à 50 ans. Et puis là, il y a toute une nouvelle vie qui s'est ouverte devant elle. Donc, si vous avez plus de 50 ans, hein, il n'est pas trop tard pour... Avoir des projets. Exactement, et poursuivre la sainteté. Donc, elle a commencé à ressentir un vide. Évidemment, on peut comprendre qu'elle était en deuil. Et puis, elle a supplié le Seigneur de lui faire trouver le vrai sens de sa vie ou le nouveau sens de sa vie, étant veuve. Et puis là, avec un groupe de prière qui s'appelle La Rencontre, elle a commencé à visiter des détenus. Elle a été touchée par leur histoire. Puis, elle a vu aussi leurs grands besoins. Et elle s'est sentie appelée à les servir, ces détenus-là. Et puis, ça l'a amenée à fonder la Maison Revive en 1978, maison qui existe toujours, pour accueillir des hommes, entre autres, sortis de prison ou des sans-abri, des affamés. Donc, je trouve que c'est vraiment une figure très inspirante que cette Colette Sanson. Ouais, j'ai eu l'occasion de faire un reportage là, il y a quelques années sur la Maison Revive, puis ce qu'on m'expliquait, c'est que elle était un peu choquée de voir les hommes sortir de la prison puis d'avoir nulle part où aller, donc ça prenait une espèce de point de chute ou un endroit où ils pouvaient reprendre leur souffle avant ben, c'est comme une espèce de maison de transition en quelque sorte, mais où les personnes étaient accueillies intégralement. Je sais pas si... Ben, moi, j'ai eu la chance même de la voir parce que j'ai un novice, je suis allée, puis la maîtresse de novice avec qui j'étais était proche d'elle. Ce qu'elle voulait surtout, c'est de donner une adresse. Parce que souvent, les personnes qui sont assistées sociales, ils ont besoin pour avoir le chèque qu'ils aient une adresse fixe. Donc, la Maison Revive, ça permettait à ces personnes-là d'avoir une adresse fixe. Quand tu es sans-abri, tu n'as pas d'adresse. Donc, en ayant cette maison-là... De briser ce cycle-là. Parce que je me souviens d'être allée à la Maison Revive et de voir les casiers là, où pouvait rentrer l'adresse fixe pour que les personnes aient une adresse postale. Ah ouais, c'est bien concret comme aide. Elle avait le souci aussi, je dirais, du réveil spirituel des gens, qui peuvent se grandir dans l'estime de soi, surtout un prisonnier, un ex-prisonnier. On peut penser que l'estime de soi est très attaquée. Et puis, j'ai été très touché aussi de réaliser que je pense que son approche était aussi de se lier d'amitié, c'est-à-dire pas juste offrir des services à des gens dans le besoin, mais au début, elle vivait même avec eux là, dans la maison. Donc, il y a vraiment l'idée de faire communauté avec ces gens-là. Donc, je pense que ça peut nous lancer un message pour aujourd'hui. C'est pas juste je dirais, bon, ben j'ai donné de l'argent ou j'ai rendu un service à une personne dans le besoin, mais je me lie à cette personne-là. Génial. Alors, c'était Colette Sanson, une figure, trop méconnue, mais il n'y a pas un procès de canonisation qui est ouvert? Oui, il y a quelque chose, oui. Alors, on risque d'en entendre parler encore pour quelques années. Merci, Simon, pour cette introduction à cette personnalité formidable. Quelqu'un d'autre qui a marqué ton attention? Le père Léon Provencher. Donc, lui, il est né en 1820, décédé en 1892. Je dirais que c'est une figure marquante au niveau des sciences naturelles. Puis là, c'est vraiment intéressant parce qu'on pourrait dire un prêtre et science. Ben oui, déjà, c'est une figure qui nous montre que les deux ne sont pas incompatibles, foi et science. Il est originaire de Bécancour, donc il faut savoir qu'à l'origine, ça faisait partie encore du diocèse de Québec. Aujourd'hui, je pense que c'est dans le diocèse de Nicolet. Oui, c'est ça. Il a été ordonné prêtre à 24 ans. Puis là, c'est intéressant parce qu'au début, il servait en paroisse, mais il paraît qu'il avait un caractère un peu difficile, puis que ça y a attiré pas mal d'ennuis. Donc, je pense qu'il y a eu un changement de carrière. Mais bon, il y avait d'autres intérêts. Il s'intéressait aussi beaucoup à la nature. Et donc, il a commencé à se spécialiser de plus en plus dans l'étude de la botanique, de l'entomologie. Puis, il a publié de nombreux ouvrages spécialisés en botanique, entre autres son traité élémentaire de botanique, qui est le premier ouvrage du genre dans tout le Canada. Il a publié aussi le catalogue des arbres fruitiers et son œuvre maîtresse, le verger canadien, rempli de renseignements utiles pour réussir la culture des fruits et légumes. Et puis, c'était un scientifique, un prêtre qui était aussi, je dirais, engagé socialement. Donc, il a interpellé les législateurs à plusieurs reprises pour aider les agriculteurs. Il a fondé un couvent, un pensionnat pour jeunes filles. Il a aussi livré bataille contre l'alcoolisme.
Et il a fondé la première grande revue scientifique francophone en Amérique du Nord. Cette revue qui s'appelle Le Naturaliste canadien, il l'a dirigée presque jusqu'à sa mort en 1891. Elle existe encore, cette Non. Ben, en fait, elle existait jusqu'en 2019, je suis allé vérifier, mais elle a été publiée très longtemps dans 40 pays, entre autres, et c'était l'Université Laval là, qui la publiait dans les dernières années. Une sorte de père Marie-Victorin. Oui, on pourrait dire ça, exactement. Puis il y a toujours à Cap-Rouge, où il s'est installé là, à partir de 1872, il y a la Maison Léon Provencher qui rappelle son œuvre puis qui propose des expositions, des activités là, pour faire de la vulgarisation au niveau des sciences naturelles. Et moi, c'est la première fois que j'ai entendu parler de lui parce qu'ils ont un camp d'été pour les enfants. J'ai un ou deux enfants qui ont passé un été en camp de jour là, pour toutes des expériences scientifiques chaque jour, du temps dehors à explorer le marais. Il y a vraiment un héritage, ce gars-là. C'est incroyable. Alors, ça a piqué ma curiosité, moi aussi. Puis c'est de voir comment des croyants dans toutes les sphères de la société ont laissé un héritage, ont porté du fruit. C'est beau. C'est un super legs, très fécond. On a peut-être 2 petites minutes pour parler non pas d'une, mais de 2 personnes qui ont... Un couple laïque marié. Alphonse et Dorimène Desjardins sont plus connus, évidemment, parce qu'ils ont fondé le mouvement Desjardins, les caisses populaires Desjardins. Mais connus, mais qu'est-ce qu'on sait vraiment d'eux, Simon? Je ne sais pas à quel point on les on connaît le nom. Hein? C'est ça? Ben, je pense, la première chose, il faut savoir qu'Alphonse, lui, il a travaillé au Parlement de Québec. Il était... sténographe, quelque chose comme ça. Là. Et puis, c'est là qu'il a assisté un jour à un débat sur les prêts usuraires, donc les gens qui demandent des taux d'intérêt beaucoup trop élevés. Puis ça l'a scandalisé, puis il a cherché une situation à cette injustice-là. Puis il s'est rendu compte que le gouvernement de l'époque ne réussissait pas vraiment à régler les vrais enjeux sociaux. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est mieux, mais lui a dit qu'il faut trouver une autre solution. Puis il était très inspiré par le pape de l'époque, Léon XIII, qui venait de publier Rerum Novarum, donc une encyclique centrée sur la justice sociale. Et peu à peu, dans ses recherches, il a découvert le mouvement coopératif. Et là, ce qu'on sait moins, c'est qu'il a fondé dans sa propre maison la première caisse populaire très étroitement avec son épouse. Donc, c'est vraiment une œuvre à deux avec Dorimène, son épouse, qu'ils ont fondé ça pour donner accès à du crédit d'une manière socialement, je dirais, humaine, responsable et sans abuser des petites gens. Et puis Dorimène, il faut savoir quand même qu'en même temps qu'elle gérait la caisse, elle s'occupait aussi d'une famille de plus de 10 enfants. Donc, ça, c'est pas rien. Puis elle a fait plein d'autres choses, Dorimène aussi. Elle a fondé l'œuvre du pain qui était destinée à nourrir des pauvres de la paroisse, l'œuvre des cierges qui, elle, collectait des fonds pour les besoins religieux, intellectuels et physiques des jeunes, les loisirs, on pourrait dire, des jeunes à l'époque. Donc, vraiment, c'est... Puis aussi... Ça dormait pas, ce monde-là? Je comprends pas. Il y avait combien d'heures pas de TV journées? Ni de Netflix. On gagne des heures comme ça dans une journée. Exactement. C'est vrai. Puis, ils ont été beaucoup aidés par le clergé de l'époque aussi. Donc, ça, c'est très important. C'est tout le soutien à l'époque du clergé qui a permis au mouvement Desjardins de devenir aujourd'hui le plus grand mouvement coopératif francophone, je crois, au monde, en tout cas certainement en Amérique. Moi, ce qui me frappe toujours dans cette histoire-là, c'est que c'est l'économie du petit peuple. Parce que Desjardins, c'est ça, là, il commence, oui, dans sa maison, puis après ça, c'est dans le monde rural, puis chaque village avait sa caisse populaire. Donc, ça montre que quand les gens se mettent ensemble à la base, tu peux être à l'origine de quelque chose de plus grand. C'est la solidarité. Puis là, quand tu dis, ça me frappe, quand on dit le besoin, l'attention, puis là, l'ingéniosité, puis là, on commence puis de rien, parce que tu sais, de commencer ça dans sa maison, puis aujourd'hui, tu peux voir l'expansion que ça peut avoir. T'sais. Tantôt, tu parlais de la maison Revive, ça commence de peu, mais ça existe encore. Donc, de ne pas se décourager devant un problème qui pourrait nous apparaître beaucoup trop grand en disant que de toute façon, si je fais une petite œuvre, ça ne changera pas le monde. C'est ça, tu sais, je veux dire, faut toujours commencer par un premier pas. Puis le premier pas, quand tu le fais avec d'autres, tu sais, je dis le premier pas. J'ai participé récemment à la marche de Pierre Lavoie. Je me dis, tu commences, tu as une idéologie, puis à un moment donné, tu en entraînes d'autres. Fait que je pense que, tu sais, il faut croire en des capacités charismatiques. Et il faut croire à la potentialité, puis souvent, ça commence par la base. Ça ressemble au Christ avec 12 de ses chums, puis quelques saintes femmes autour, puis ils ont parti un grand mouvement qui réunit plus d'1 milliard de personnes aujourd'hui. C'est pas loin de ça. Merci beaucoup, Simon. Ça fait plaisir, Antoine.